Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée aux plateformes de streaming et aux séries. Et l'actu nous emmène cette semaine sur Prime Video avec la sortie d'une série française qui vaut le détour, une série de genre, ça s'appelle Anaon et ses créateurs la décrivent parfois comme un Stranger Things à la française. On va voir si c'est vraiment la bonne description, car j'ai justement le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux des têtes pensantes d'Anaon, Bastien Dartois et David Oureg. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Bastien, vous êtes le scénariste et le créateur d'Anaon, c'est vous le cerveau derrière cette série. On vous doit aussi, alors pour ceux qui l'ont vu, la série En Terrasse notamment, diffusée aussi sur Prime Video. Et David Oureg, vous êtes le réalisateur des 6 épisodes d'Anaon, vous avez fait l'intégrale de la série et vous avez travaillé sur pas mal de séries avant ça, c'est pas votre première, loin de là. Il y a eu Scam, il y a eu Germinal, il y a eu Mercato, encore Rivage diffusé par France 2 en début d'année, voilà plein de séries. Anaon, série de genre, série un peu spéciale, et pour m'accompagner dans cette émission spéciale, il fallait un invité spécial. C'est le lien de cette émission, c'est Alexandre Letraine. Salut Alex. Salut Clément. Grand spécialiste des séries françaises devant l'éternel, animateur de la loi des séries sur VL Media. Tu nous apporteras ton œil de fin connaisseur sur cette série que tu as aimé, pas aimé, on va le découvrir tout de suite. Épisode suivant spécial Anaon, c'est parti. Alors Anaon, c'est quoi ? On va peut-être juste donner un petit descriptif avant de se lancer. C'est une série en 6 épisodes, je disais, qui se passe en Bretagne. Le pitch, une jeune fille disparaît en sortant de boîte de nuit. Maximilien, qui est le major de gendarmerie locale, il se remet à peine de la mort de sa femme. Eh bien, il se retrouve à mener cette enquête un peu particulière, parce que très vite, tout ça prend un tour surnaturel. Et ça se complique encore plus quand sa fille, Wendy, se retrouve impliquée dans cette disparition. Alex, Anaon, c'est une série qu'on a pu découvrir à Sérimania il y a quelques semaines, là, au Festival des séries à Lille. Depuis, les 6 épisodes sont tous sortis sur Prime Video. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette série ? J'aurais tellement envie de me les payer, de m'insurger qu'on donne de l'argent à une production pareille, mais je ne peux pas. Non, je ne peux pas, ça fait du bien de voir des propositions... Alors peut-être qu'on dira que pour Prime Video, il y a peut-être moins l'effet prise de risque parce qu'on est habitué à ces contenus-là. Moi, j'aime saluer la prise de risque d'une chaîne comme France Télévisions parce que c'est important de souligner, parce qu'on les moque souvent pour ne pas prendre de risques. Avec ce genre de série, je ne l'ai pas dit, mais c'est effectivement c'est diffusé sur Prime Video là, mais c'est une coproduction avec France Télé diffusera plus tard la série. Et ça fait du bien parce que la série va au bout de ce qu'on aurait pu imaginer, en étant à la fois radical dans ses choix, tout en préservant un grand public. Et c'est pas évident de maintenir cet équilibre-là parce que souvent on se casse la figure. Faut le dire, il y en a beaucoup qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Et là, ça marche jusqu'au bout, jusqu'au 6e épisode qui franchit à peu près tout ce qu'on pourrait imaginer à la fois d'univers, de genre, et de références. Le côté Stranger Things, je pense que il faut toujours éviter les comparaisons avec les illustres prédécesseurs parce que c'est souvent se tirer une balle dans le pied et notamment avec les fictions françaises, plus on va le mettre en comparaison avec des séries américaines, plus ceux qui sont anti-fiction française vont aller dire ah non attends tu peux pas comparer avec Stranger Things, c'est quand même vachement mieux. Bah non, là c'est juste une très très bonne série française. C'est juste une très très bonne série qui s'expose à l'international et qui va à mon avis ravir plein de gens. Alors Bastien, c'est vous, donc je disais qui avait créé Anaon. Racontez-nous la genèse. On dit série de genre. Genre, c'est un mot un peu fourre-tout pour mettre tout ce qui n'est pas du policier, de l'hospitalier, du comédie, etc. Il y a de l'horreur, il y a du fantastique, il y a de l'intime beaucoup dans cette série. Comment vous est venue cette histoire ? À la base, c'est un projet scolaire, puisqu'en fait, je l'ai développé dans le cadre de la FEMIS. Au sortir, donc, j'avais un cadre très privilégié. Moi, j'avais avant travaillé sur des formats courts, d'M6 notamment, donc je venais de la comédie et du format court, donc l'idée était de faire du format long et pas de la comédie, donc de se mettre en difficulté pédagogiquement, quoi. Et le genre, en revanche, c'est un vrai terrain de familiarité, parce que c'est ce que je regarde en tant que spectateur, ce que j'ai regardé enfant, adolescent, avec lequel j'ai grandi, donc l'idée, c'était vraiment de mêler toutes mes influences et mes envies. Et au sortir de la FEMIS, ensuite, avec une équipe de scénaristes composée de Elsa Vasseur et de Sylvain Caron, on s'est dit, effectivement, le cœur du récit, c'est vraiment l'intime. C'est vraiment ce deuil, c'est vraiment se remettre de ce deuil. Et c'est en fait la relation père-fille qui est vraiment centrale dans la série. Et le genre va vraiment servir de moteur pour conflictualiser tout ça, le rendre très excitant et offrir aussi de la générosité, de l'action,
des paysages. Et ensuite, je pense la particularité d'Anaon, c'était de se dire, OK, comment on fait du genre en France ? Moi, je viens de Bretagne, je sais qu'il y a par région des folklores quasi infinis. Qui est particulièrement riche en Bretagne, avec toute la mythologie celte, etc. Et donc, en fait, on a créé notre propre mythologie en s'inspirant à la fois des films qui nous ont fait rêver enfants, mais aussi du terroir et du folklore local, quoi. Je disais, donc c'est une série qui est une série fantastique, complètement assumée, avec un monstre, une créature qui est au cœur de cette histoire, des scènes qui font peur aussi par moments, voire très peur. Est-ce que ça a été facile, justement, vous disiez, de vendre une série fantastique, série de genre comme ça en France ? Est-ce que c'est quelque chose... on a toujours dit qu'on n'était pas un pays qui faisait ça. On s'ouvre un peu à ça peut-être aujourd'hui. C'est facile ou pas ? Paradoxalement, ça n'a pas été si dur. En tout cas, sur le point de départ, puisqu'on a démarré avec un autre diffuseur que ceux qui diffusent actuellement la série. Et ça s'est fait très vite, quasiment au sortir de l'école. Donc en fait, ça s'est fait très très vite. En revanche, ensuite, ça a été mouvementé et il a fallu tenir bon, puisque la série a d'abord été annulée puis reprise. Mais une fois que France Télévisions et Amazon nous ont fait confiance, ça a été relativement simple. À vrai dire, il y avait aussi un peu chez nous, je pense, une envie de ne pas se relancer à tout prix et donc d'avoir aussi des certitudes quant au fait qu'on allait respecter un peu nos envies aussi. Et pour le coup, il faut quand même saluer et le courage de France Télévisions et Amazon d'avoir respecté un peu tout ça, quoi. Parce que, comme le disait Alex, c'est une série qui va jusqu'au bout de ses idées, oui. Notamment dans le fantastique et voire l'horreur par moment. Les séries de genre, Alex, en France, on s'y met, ça y est, ça devient un truc pas commun, mais en tout cas beaucoup plus répandu. Oui, ça fait à peu près 40 ans, 50 ans à peu près. C'est la phrase qu'on entend le plus en ce moment quand on voit Anaon. Je l'ai encore entendu la semaine dernière, c'est « Ah ouais, ça y est, enfin on fait ça en France ». Mais moi je me souviens, alors quand j'étais gamin, c'est plus vieux, mais je me souviens, alors là M6 reprend Belphégor, il y avait Belphégor qui rassemblait des gens. Je me souviens de La Poupée Sanglante qui était quand même l'histoire d'un homme décapité dont le cerveau est greffé dans un androïde pour venger d'une secte de vampires. Donc on est quand même dans un truc très radical. Ouais. C'est du genre. Dans les années 2000, il y a eu David Noland ou Gréco sur France Télévisions. Il y a eu Les Revenants sur Canal+. Il y a eu Zone Blanche sur France Télévisions. Et puis OCS qui en a tenté plein de choses. Ils ont fait Mission, ils ont fait des choses comme ça. Donc non, le genre, il existe. Simplement, le problème qu'on a en France, c'est que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, derrière, vous mettez 5 ans ou 6 ans à galérer pour proposer quelque chose d'autre. Donc là, effectivement, Anaot va, à mon avis, être... ils ont eu du bol avec France Télévisions, ce écrivage a été un carton, et que donc, du coup, derrière, ça facilite aussi les choses. Mais enfin, les diffusions vont être tellement rapprochées que ça, ils ne le savaient pas. Mais c'est vrai que si on veut avoir du genre, il faut qu'Anaon fonctionne, et notamment sur France Télévisions, là-bas. Mais non, c'est répandu depuis toujours. On est un pays de genre. Et tant mieux. David, comment vous vous êtes emparé, vous, de cette histoire quand vous êtes monté à bord du projet Anaon ? J'ai vu que vous avez beaucoup de références, notamment communes. Bastien parlait de mettre beaucoup de références de ce qu'il regardait quand il était plus petit. Ça a été votre cas aussi ? Ça vous a aidé, ces références pop ? Certes, ces références-là ont été un terreau commun, mais je dirais pas plus que le fait de mêler nos intimités respectives. Anaon est certes une déclaration d'amour furieuse au cinéma de genre, au cinéma d'Amblin des années 80-90. Nous, on a une fascination pour cette période où des quadras ont mis toute leur psychose, du clown sous le lit, de bestioles, de créatures, en ont fait des blockbusters absolument colossaux. Mais ça partait, je pense, d'une déclaration d'amour sincère à tous ces films. Avec Bastien, ça a été une rencontre. On a échangé nos traumas, on a échangé nos envies. Et dès la lecture du scénario, j'y ai vu tout ce que j'aime dans une série, c'est-à-dire du mystère, de l'intensité, et beaucoup de séquences qui me provoquaient déjà des émotions fortes sur le papier, ce qui est la condition sine qua non pour que je plonge dans une aventure. Et pour les retranscrire derrière, et notamment, évidemment, je disais, il y a quand même un monstre au cœur de cette histoire, qu'on peut pas éluder, hein. On va pas spoiler la série, on le voit assez vite, ça s'appelle Le Berger de la Nuit, qui est assez terrifiant quand même, hein. Et vous avez fait un choix, c'est que c'est un vrai monstre. C'est pas des effets spéciaux qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelqu'un dans un costume, c'est ça ? Oui, absolument. Qui joue. Pourquoi avoir fait ce choix du réalisme, entre guillemets ? Il était multiple, il était central, et c'était un choix dès le départ. Hein. C'est qu'on souhaitait notre créature. On a cet amour
de Guillermo del Toro et de cette passion qu'il a pour les créatures. Et on sait aussi, par expérience, que rien n'est plus fort sur un plateau que quand le comédien a le moins d'efforts possible à faire d'imagination pour croire en ce qu'on lui présente. Donc, avoir une créature imposante, menaçante sur le plateau faisait partie du deal avec nos producteurs, et on a eu la grande chance qu'ils nous accompagnent là-dedans. Donc, on a fait appel à des techniciens chevronnés, l'équipe de Spadaccini notamment, et on a un comédien formidable à l'intérieur, de 2 mètres, qui a peu respiré, mais qui a beaucoup bougé pour effrayer nos comédiens. Ça marche effectivement d'autant plus que c'est centré certes sur un major de gendarmerie, mais c'est aussi beaucoup une série sur des ados. Ouais. Donc forcément, j'imagine qu'avoir des ados sur un plateau et les mettre face à un monstre, ça doit être un moment assez spécial quand même. Si pile ou face, ça marche très très fort le premier jour, et puis au bout de 3 jours, vous commencez à avoir des mèmes avec les créatures qui commencent à apparaître sur les WhatsApp. Mais globalement, ça a été absolument génial. Ça a été absolument génial. Quand la créature les saisit, ils n'ont pas allé chercher bien loin pour trouver l'émotion adéquate. Est-ce que le polar, c'est la clause France Télévisions compatible? Mais non, mais je pose la question parce que c'est très intéressant. On en parlait encore récemment avec Bastien. Non, il y a toujours eu une dimension polar dans Anaon, y compris dans sa version Fémis, en fait, dans la version que je développais à l'école, qui a diminué chez le premier diffuseur et qui s'est naturellement rehaussé quand on est revenu à la version Prime Video France Télévisions. La condition, c'était il fallait de toute façon effectivement que l'intrigue du père en fait prenne une place importante. Et je me souviens avoir eu de longues discussions avec eux, et je crois que la décision à laquelle on est arrivé, c'est on augmente le drama côté père, mais on n'augmentera pas le polar. Donc en fait, pas tellement. Mais je pense qu'il y a, j'imagine aussi chez nous, j'allais dire une intelligence par anticipation, c'est-à-dire qu'on se dit évidemment que ça va être sur France Télévisions, et donc on est aussi un peu dans les clous en le faisant. Mais je pense qu'à la base, vraiment, la volonté, elle part pas tellement de là, quoi. Il y avait une volonté plutôt de s'inscrire dans le thriller. Plutôt que dans le polar. Maintenant, forcément, il y a une dimension un peu polar rural, aussi par le choix de la reine, qui existe. Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai eu justement un peu peur de me dire en fait, c'est aussi un polar, donc on va retomber peut-être dans une enquête assez classique qu'on a déjà beaucoup vu, mais il y a quand même beaucoup de payoff fantastiques. À chaque épisode, il y a quand même un moment, soit un peu flippant, soit qui vient mettre en scène la créature. Moi, j'ai trouvé ça génial, parce que du coup, on est un peu récompensé. On se dit, tiens, on n'est pas dans le trope classique de la série policière. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais du genre. Est-ce qu'on fait du genre en France ou pas? Et en fait, je pense que pendant très longtemps, ce qui a manqué en France, c'est pour ça qu'on faisait pas de genre, c'est qu'on avait du mal à se projeter dans nos décors, entre guillemets, naturels, comme étant des arènes possibles pour faire du genre. Et c'est depuis pas très longtemps. Quand on voit Fabrice Gobert, quand il fait Les Revenants, il teinte sa série de références anglo-saxonnes et tout. Là, quand on voit Arts, on est vraiment dans une petite ville bretonne, avec sa petite place de village, son église, etc. Alors après, il y a des lieux qui sont plus cinéma compatibles, mais on est vraiment dans l'idée de se dire, je veux donner à la France et à notre territoire un cachet. On l'a très bien vu aussi avec Sous la Seine sur Netflix. Ou Zone Blanche, que tu as cité aussi, Zone Blanche. Très bien les Vosges. C'est hyper important parce qu'on doit pouvoir se projeter et s'imaginer que nos petits villages comme nos grandes villes sont des terrains de fantastique idéal. Je reviens justement à cette histoire de fantastique et aux monstres notamment, mais pas que. Quand on fait des séries comme ça, il y a la question de qu'est-ce qu'on montre, notamment le monstre en l'occurrence. Est-ce qu'on le montre en entier dès le début? Est-ce qu'on le cache? Des fois, c'est un peu frustrant les films fantastiques, parce qu'on voit clairement qu'il y a cette créature ou cet ennemi caché dans l'ombre, puis on passe 1 heure, on le voit pas, il y a une main, machin et tout. Bon, c'est un peu frustrant. Là, vous avez fait le choix quand même de le montrer. Alors, il est dans l'ombre, il n'est pas éclairé par des spotlights de partout, mais ça a été quoi l'approche? Tout de suite, vous vous êtes dit, il faut qu'on voit ce monstre et qu'il fasse partie intégrante du... Ça a été une longue discussion, puisque évidemment, après plus d'un siècle de cinéma, et on a tous lu les mêmes livres, on a tous lu les mêmes films, avec l'art du hors-champ, le moins tu en montres, le mieux c'est, mais en fait, tout dépend de ce que tu veux raconter. Et moi, je sortais de Rivage, où la créature était supposée être un mystère, et évidemment, ça n'a pas loupé. Dès les premières annonces, on a annoncé un film avec une créature gigantesque qui broyait des bateaux. Donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, le mystère que tu pouvais avoir à une époque, tu ne peux plus le jouer à l'heure actuelle. Mais a fortiori, sur quelque chose où la créature n'est pas l'enjeu principal du récit. Et on a décidé assez rapidement avec Bastien
de la jouer plutôt la Stephen King, qui n'a pas peur de montrer son clown dans ce qui représente des peurs des protagonistes. Et notre créature comme symbolique du deuil entre Max et Wendy, pour nous, il n'y avait pas de raison, de le cacher, mais deux, on avait une volonté un peu plus punk de venir réveiller le public et de dire, attendez, on va pas vous faire attendre 6 épisodes pour assumer le côté fantastique. Vous êtes clairement dans une série fantastique qui s'assume et qui va aller plus loin. Et ça, pour le coup, c'est mieux que dans Stranger Things où la créature quand même un petit peu de temps à apparaître. C'était un peu pénible. Moi, je m'en souviens que la saison 1, on est là, oui, c'est sympathique, mais on ne voit pas le monstre. Mais c'est vrai que réduire, vous l'avez tous évoqué autour de la table, réduire Anaon à la dimension fantastique, ce serait un tout petit peu dommage, puisque certes, c'est le support, ou ce qui en tout cas attirera les gens vers la série, mais c'est aussi surtout une série, moi, j'ai trouvé très intime sur la famille, sur le deuil, sur la transmission. C'était une volonté forte de mettre ces thèmes qui ne sont pas évidents à aborder, Bastien, dans cette série, d'en faire le cœur au-delà même du fantastique. Ouais, absolument. En fait, quand on développe une série dans un cadre scolaire, on se projette pas du tout dans l'après. On se dit pas, particulièrement une série de ce type-là, qu'elle va être vendue et finir sur un écran. On sait en France à quel point c'est difficile déjà de faire une série quelle qu'elle soit, mais une série de genre encore plus. Et donc en fait, j'ai développé cette part intime de manière très impudique. Très personnel aussi, et donc après forcément une fois que en fait c'est pour de vrai, ça devient un autre endroit. Mais oui, je pense que l'idée c'était vraiment de se dire le fantastique ne sert qu'à mettre en exergue un père et sa fille qui parviennent plus à marcher droit, quoi. Avec les auteurs on disait toujours c'était un tabouret à 3 pieds, il y en a plus que 2. Et ils ont du mal à trouver leur équilibre, et c'était vraiment cette ligne pour laquelle on n'a jamais dérogé, et ça a même été comme ça qu'on a structuré par exemple la part un peu bouclée des épisodes, avec des épisodes où il y a une intrigue intime très forte, par exemple que fait-on des cendres de maman, où voilà, donc l'idée était de se dire voilà, dans ces moments là parfois il y a des choses bassement matérielles qui nous reviennent dans la tête à des moments où on n'est pas prêt psychologiquement à les prendre, et pour autant, il faut gérer. Il y a quelque chose effectivement d'intéressant, c'est que ce sont vraiment les liens entre les personnages qui font avancer l'intrigue. C'est pas forcément l'intrigue policière qui patine beaucoup, on va le dire. Ils sont un peu démunis, les pauvres, forcément face à un monstre, on peut pas faire grand chose. Mais voilà, c'est la relation notamment entre Wendy et sa grand-mère qui fait beaucoup avancer les choses. Absolument. Formidable. Avec Wendy évidemment et son père, on en a parlé. Entre les amis aussi, c'est une série assez sur l'amitié bien sûr. Tout ça est servi, Alex, par un casting qui finalement est peut-être la force de la série, qui nous fait ressentir toutes ces émotions pendant 6 épisodes. Ouais, puis toute génération confondue, c'est-à-dire que les grands-parents sont hyper particulièrement, on en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission, mais et c'est rare d'avoir des rôles aussi forts, ou en tout cas aussi incarnés. Moi, Fedor Atkin qui tient le couteau comme Steven Seagal dans Piège en haute mer, moi je m'en remets pas dans l'épisode et le son du couteau, c'est lui qui le fait, hein. Oui, c'est... Non, mais c'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'est vraiment le son en direct. Le son est fou. Il a pas vu la série encore, une technicité, c'est folle. Ouais, il est dingue. Et puis il faut le souligner parce qu'on l'a pas dit, on a parlé un peu de tout le monde du casting. C'est vrai que les 3 jeunes sont hyper forts. Et on le sait combien dans les séries mettre des jeunes en tête d'affiche d'une série, c'est compliqué, à part sur Slash, grosso modo, avec Scam et plein de séries. Mais vraiment, moi je tiens à le souligner, parce que David, il a ce sens pour essayer d'aller récupérer et repérer des jeunes talents. Capucine Mallard, qui joue le rôle de Wendy, elle est juste dinguissime dans cette série. Moi, c'est la séquence du feu de camp où je m'en remets pas. Mais la séquence avec Sam Amig, où elle regarde les vieux films pour essayer de faire ressurgir un peu sa mémoire, elle arrive à faire passer des choses sans être dans la exploitation de ses propres émotions, et ça c'est hyper difficile parce que quand on est adolescent on a tendance à tout lâcher, et en fait juste par le regard elle arrive à le faire. Les autres, c'est des acteurs plus confirmés, on les connaissait et ça ne retire en rien leur talent, mais c'est important de savoir que là on a révélé quelqu'un qui à mon avis va faire quelque chose de pas mal dans les années à venir. Ces histoires familiales ou d'amitié très fortes, c'est effectivement aussi la marque des productions Amblin, que vous citiez beaucoup, les films de Steven Spielberg, les Goonies, ce genre de choses qui ont marqué toute une époque. Comment sur le tournage on fait émerger cette alchimie entre des ados ou entre une actrice très jeune et des acteurs beaucoup plus âgés qui ont des expériences très différentes? C'est une question de feeling. Déjà, on passe du temps à les trouver. Ouais. On passe du temps à les trouver, et il y a une espèce d'instinct qui se met en route avec la directrice de casting, et
Et moi, ce que je recherche, et c'est vrai qu'il y a eu des évidences à tous les niveaux. Guillaume, je suis allé le chercher spontanément. Guillaume Labbé qui joue bien sûr. le major de gendarmerie. Bien sûr. Steve Reason en mer, pareil, c'est des appels en direct parce qu'on sait que c'est tous des enfants en fait. Ils ont tous un regard d'enfant. Bon, Capucine, tu en parlais à l'instant. J'ai tendance à dire que je lui ai pas donné le rôle, c'est qu'elle s'en est emparée, littéralement. Elle est arrivée, elle a joué, l'affaire était faite. J'aurais été fou de pas saisir cette personne-là, tout comme Alia et Jean-Baptiste à leur niveau, même Christiane. Christiane, elle a son âge, mais quand elle se retrouve confrontée avec une créature, elle jubile en disant « j'ai attendu quasiment une vie pour affronter une créature ». Cette alchimie, elle réside sur une chose, une part d'enfant extrêmement présente chez chacun d'entre eux, et l'envie d'y croire. Et c'est vrai que moi, ça c'est mon travail, faire en sorte qu'une fois sur le plateau, ils y croient. Et j'ai été extrêmement gâté quant aux interprètes qui sont arrivés sur ce plateau, mais aussi aux individus et aux personnes. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de bon placement par rapport à l'histoire et à l'intrigue et par rapport à ses émotions. Et des émotions, il y en a eu. On l'a dit, c'est effectivement assez génial. Il y a un point qu'on a un tout petit peu évoqué aussi, c'est la Bretagne, qui, moi, je trouve, est un acteur hyper important de cette série, Bastien. Alex disait, il faut savoir jouer de nos territoires, jouer de la face des décors qu'on filme. On a en France des décors qui se prêtent à tous les genres de cinéma ou de séries. La Bretagne, vous dites, c'est votre région. Comment vous avez transformé ça pour en faire cette espèce de mythologie avec ce berger de la nuit qui existe vraiment, qui est vraiment une figure de la mythologie bretonne? En fait, on l'a pas tellement transformé. In fine, moi, tous les décors de la série sont quasiment à 5 minutes en voiture de là où j'ai grandi et là où j'ai joué avec mes cousins et tout ça. Il y a une bagarre à la fin de l'épisode 2 qui est littéralement à 3 minutes à pied de là où j'ai grandi. Donc, c'est des endroits que je connais très bien. Et c'est des endroits où, enfant, naturellement, on y projette en fait assez facilement des choses fantastiques. Il y a évidemment Brocéliande, il y a aussi Huelgoat, il y a tous les mythes arthuriens qui prennent corps dans ces régions-là. Donc, en fait, c'est pas si dur. Le berger de la nuit, on a simplement pris quelque chose qui existait et qui était qui faisait vraiment partie en fait des récits oraux et des croque-mitaines dont on menaçait les enfants pour qu'ils reviennent juste le soir avant le coucher du soleil, et on l'a légèrement pimpé. Et puis après, il y a dans ces villages quelque chose que peut-être on perçoit pas tellement quand on est citadin, mais ce côté groupe, ce côté aussi un peu temps plus long, ce côté je dois prendre le car pour aller en cours, et si j'ai raté mon car, en fait le prochain il est dans 4 heures, donc en fait j'ai raté la matinée et il n'y en aura pas d'autres. Donc on se déplace aussi beaucoup en vélo. Tous ces trucs-là en fait existent par essence. Donc oui, on a évidemment les inspirations Amblin, Spielberg, etc. Mais en fait, ça existe pour de vrai là-bas, quoi. Donc je pense que à titre personnel, il y avait de la même manière qu'on paye notre dette aux films qu'on a tant aimés, moi il y avait vraiment payé ma dette aux endroits qui m'ont fait rêver enfant, qui continuent à me faire rêver, et voilà, donc vraiment, et oui, il y avait envie et une vraie fierté à montrer la Bretagne telle que moi je l'ai connue, dans laquelle j'ai grandi, aux spectateurs, et voilà, c'était très cool. Et c'est des décors que vous filmez, moi j'ai remarqué beaucoup de nuit, alors que ce soit à l'intérieur ou en extérieur d'ailleurs, et vous n'avez pas eu peur du noir. C'est un peu bête ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'on a parfois peur de montrer, nous en France, des scènes très sombres. C'est très américain aussi, très True Detective par exemple, ou Stranger Things, il y a des scènes où on voit pratiquement, Game of Thrones a été parfois très critiqué à juste titre sur certains épisodes, où en fait on est obligé de baisser. Moi j'ai dû baisser les volets chez moi. Avec The Night King, réglez vos télés. C'est un épisode incroyable. J'ai regardé la série et j'étais chez moi l'après-midi et j'ai dû baisser les volets. Et je trouvais ça génial, parce qu'il y a un truc d'assumer, dont on va pas mettre des lights sur des scènes où en fait c'est en pleine forêt la nuit, quoi. Mais j'ai la chance, encore une fois, d'être à un petit moment où les diffuseurs aussi me font confiance. De toute façon, le récit imposait des ambiances tranchées. Et je vais chercher des directeurs de la photo avec qui je travaille depuis très longtemps, qui savent mon amour pour ces ambiances très marquées et qui ont tout le talent pour faire un dégradé dans l'obscurité.
On sait maintenant qu'on regarde les séries, les films un peu sur tous les écrans et c'est facile de régler la luminosité si on a un problème. Mais par contre, sur l'expérience sensitive, c'est marrant, je lis beaucoup de choses qui disent à quel point Anaon est sensitif et immersif là-dessus. Et je m'en réjouis, premièrement, mais ça passe aussi par ça, par le fait que parfois votre regard doit s'habituer à ce que vous regardez pour être pleinement immergé dans l'action ou dans l'émotion adéquate. Moi, j'inciterais presque les gens à ne pas régler leur télé, à faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire à baisser les volets, parce que ça nous rappelle aussi des trucs qu'on n'avait pas à l'époque. On avait des télés où on ne pouvait pas régler la luminosité. Gamin, et du coup, on se mettait dans une ambiance presque de ciné, quoi. Du coup, c'est ça. C'est parce qu'on regardait des séries américaines. En fait, c'est très série télé. En fait, c'est pas très maintenant, c'est pas très américain. C'est juste très série télé. Et nous, on est habitués avec nos séries où il faut qu'elles soient. Les images sont souvent, malgré des très bonnes séries, elles sont souvent interchangeables. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir toujours les mêmes séries. Quand vous arrivez sur des chaînes, vous avez l'impression de voir toujours les mêmes types de fiction avec la même surluminosité en permanence. Je me souviens d'une série d'Olivier Marchal, il s'appelait Flic. La première saison, elle était teintée de gris et tout. Il passe en deuxième saison, on est sur une surexposition lumineuse et tout. C'est insupportable. Là, ça passe par là. On est obligé, pour être immergé dans cette ambiance, on est obligé d'avoir cette espèce de, on le voit dans les images derrière toi, de gris vert un peu qu'il y a dans l'image. Et qui est hyper intéressant. Mais on sait de qui on parle aussi, c'est que là on parle de séries sur le premier diffuseur, où il y a eu tout un héritage à un moment donné, où les séquences de nuit, apparemment dans les stades, ça décrochait. Et les gens, quand c'est trop sombre, ils partaient ailleurs. Donc heureusement maintenant, la culture télévisuelle des spectateurs s'est agrandie, leur appétence pour ce genre d'ambiance également. Et tant mieux. On verra du coup si ça va marcher sur France Télévisions, ce genre d'ambiance, parce que c'est donc le pari qui est fait aussi sur cette coproduction, c'est que France Télé va diffuser dans quelques mois Anaon. C'est un format, Alex, qui peut paraître surprenant, mais on en a déjà parlé dans cette émission à plusieurs reprises, notamment autour de Zorro, qui était sorti, tu étais en plateau ce jour-là. Ah, mon grand Zorro. J'avais adoré. Le beau Zorro. Est-ce que c'est vraiment très sympa de les comparer avec Zorro? Non, mais en tout cas, il y a un schéma de diffusion qui est un peu similaire, par exemple. C'est de dire, première fenêtre sur une plateforme, deuxième fenêtre en clair sur France Télé ou une autre chaîne. Ça, c'est quelque chose qui commence à marcher dans la prod de série. Ça permet, par exemple, pour certaines productions, d'avoir beaucoup plus de budget. La difficulté, c'est qu'il faut faire cohabiter au sein d'une même série. Et c'est ça la prouesse avec Anaon aussi. Le public de Prime qui n'est pas le même que celui de France Télévisions, on l'a dit. Ça se fait de plus en plus. On le voit même, ça atteint même les feuilletons quotidiens, puisque TF1 a son propre feuilleton coproduit avec Netflix. Donc on voit que c'est une manière peut-être d'augmenter un peu le public, l'audience, d'internationaliser les séries, et puis surtout, on va pas se mentir, d'augmenter le budget. Ça permet de sécuriser, d'être peut-être plus confort. Et puis de se dire, là on fait quelque chose qui est un petit peu autre chose, quoi. On rentre dans la cour des grands et on peut plus se contenter de nos facilités quand on sait qu'on a cette exposition face à un public international sur une plateforme comme Prime Video. Et dans le cas d'Anaon, c'est effectivement très réussi. Ça vous a permis de faire une très belle série, messieurs. Merci beaucoup pour ça. Merci, restez là, c'est pas fini, l'émission n'est pas finie. Voilà. Si vous êtes abonné à Prime, foncez voir Anaon. Si vous n'avez pas encore Prime, c'est pas grave, attendez, ça va arriver sur France Télé, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, on va vous recommander quelques séries à voir en attendant Anaon sur Prime. Sur France Télévisions, et si vous ne l'avez pas vu sur Prime, c'est parti. Allez, c'est Alex qui va commencer ses recos. T'es l'habitué de l'émission, comme ça les autres pourront t'imiter derrière sur le format. Donc une reco par invité, vous avez l'habitude maintenant, c'est le format habituel de l'émission. Tu nous recommandes toi une autre série française dans un autre genre qui s'appelle La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand. Ouais, alors je mets de côté déjà le titre qui est absolument épouvantable et qui donne pas vraiment envie de regarder la série. Non mais franchement ça c'est vraiment pas salutaire. Mais c'est réalisé par un autre grand réalisateur de télé que moi j'aime beaucoup, Rodolphe Tissot, qui est absolument formidable, à qui on doit, ainsi soit-il, notamment sur Arte, qui signe là effectivement une sorte de préquel à la vie de George Sand. C'est le moment où elle va s'émanciper de sa condition de femme mariée pour devenir l'écrivaine que l'on connaît et surtout obtenir ce qu'aucune femme n'avait obtenu, une séparation, un divorce avec son mari. Et donc voilà, c'est les premières années de George Sand, je crois les 10 premières années de sa vie, découvrir comment elle a écrit les romans, comment elle a rencontré les grands auteurs que l'on connaît. Et c'est la magie, on parlait tout à l'heure de Capucine sur Anaon, c'est la magie de comment un réalisateur, quand il choisit la bonne personne au bon endroit, il fait une série qui aurait pu... Cette série-là, elle avait tout pour me rebuter. En général, c'est les séries en costume un peu empoulées comme on sait les faire, et qui est transcendée par la prestation de Nine Durso, que moi je ne connaissais pas, qui est une jeune comédienne qui a déjà fait des productions notamment à l'étranger, qui est
incroyable dans le rôle de George Sand. Elle a à la fois ce côté extrêmement magnétique, capable de changer d'apparence au fil de l'évolution de l'écrivaine. Elle transmet l'émotion d'une manière incroyable. Même quand elle parle de son personnage, elle est complètement habitée et elle est complètement dévouée à son rôle. Je crois que c'est une très très grande comédienne qu'on n'a pas fini de voir parce que elle est remarquable. Il y a Barbara Pravi aussi qu'on voit dans la série. Ouais. Mais je trouve que Rodolphe Tissot, il la dirige d'une manière absolument remarquable et elle est absolument bluffante. Et ça a marché, on est content. Et ça a marché. Effectivement, c'est Ouais. en cours de diffusion, c'est sur France 2. Il y a eu 2 soirées. Il y en a une qui est déjà passée quand on enregistre, la seconde arrive, et c'est à retrouver sur France.tv. Il y a 4 épisodes et Nine Durso est donc peut-être la raison pour laquelle il faudrait regarder Ah oui, pour moi, La c'est- Rebelle, ouais. les aventures de la jeune George Sand, qui sonne comme un bon vieux roman Ah, des années 80. Vous avez vu comment Alex en est sorti. Maintenant, c'est à vous, messieurs, de nous faire vos recos. David, je commence par vous. Votre reco, c'est Clean, Ouais. une autre série française qui vient d'être diffusée, elle, sur M6. Qui vient d'être diffusée sur M6, écrite par Claire Le Maréchal, Franck Philippon, réalisée par Cathy Vernet et portée par l'exceptionnel Alix Poisson. Mhm. C'est une série populaire au sens noble du terme. C'est péchu, ça joue bien. Ouais. On y parle d'une femme de ménage qui va devenir témoin d'un délit d'initié, qui va le prendre à son compte, qui va apprendre à son tour en profiter. C'est frais, ça fait du bien. C'est un peu parachuté sur une case un peu étrange et ça me rend triste que le public puisse passer à côté de ce genre de série dont on a énormément besoin. C'est fait avec talent, c'est joué avec enthousiasme et beaucoup de talent, encore une fois. Je ne peux que recommander qu'on s'y jette. Qui est un remake, je crois, d'une série britannique. On en avait parlé à Série Mania, parce qu'elle a été également montrée à Série Mania, cette série, et on se disait, justement, c'était Salambo Marie qui nous en parlait dans l'émission, qui nous disait que ça faisait partie de ces séries qui repoussaient encore un peu les murs de la fiction française. Totalement, on en a besoin. Absolument, ouais. D'autres types de personnages, notamment, et puis Alix Poisson. Faut-il encore dire qu'on adore Alix Poisson sur ce plateau? Mais Qui c'est était important, il faut le dire, le clamer. redire encore, mais qui Et j'ai hâte était de la retrouver. incroyable dans Sambre, notamment, Sambre. l'année dernière. Entre autres. Donc, Lynn, voilà, il y a 4 épisodes aussi. Et c'est à voir sur M6+, pour ceux qui ont raté les premiers. On termine avec vous, Bastien. Cette fois, à changer de langue, on part sur une série britannique, non, pas du tout, une série américaine, dont on parle beaucoup, on en a parlé sur ce plateau, mais tout le monde en parle en ce moment, donc il faut répéter d'aller voir The Pitt sur Max. Absolument, The Pitt sur Max. Joué par Noah Weil, qui était déjà le docteur d'urgence. Et c'est une série excessivement radicale à tous les niveaux, dans sa réalisation, dans sa forme, puisque c'est un épisode, 1 heure de garde, 15 épisodes, donc quasiment une garde complète dans les urgences américaines, avec tout ce que ça a de difficile, de cacophonique. Ouais. C'est une série, par exemple, où il y a aussi très peu de musique. Et donc, du coup, on ressent énormément la tension. Ça reprend, en fait, finalement, le principe dramaturgique qu'Urgence faisait très bien, c'est-à-dire d'avoir des vrais moments de stase interrompus par des vrais moments de guerre que sont l'arrivée de nouveaux patients et de tout ça. Et donc, mais tout ça à l'échelle d'1 heure à chaque fois. Et c'est assez bluffant. À quel point ils arrivent aussi à faire vivre du drama, des histoires personnelles, de la psychologie à l'intérieur d'un format qui est pourtant Contraignant. hyper contraignant. Et voilà, c'est très sec au début et petit à petit ça devient excessivement émouvant. Il y a notamment un des nouveaux arrivants, donc un interne qui débarque en disant à Noah Weil au tout début, je suis hyper fier de travailler avec vous, et il lui répond du tac au tac, redis-moi ça à la fin de cette garde. Et vraiment, c'est exactement ce qu'on ressent en tant que spectateur. C'est-à-dire qu'on est hyper enthousiaste à l'idée de découvrir ces personnages, de redécouvrir ce comédien. Et à la fin de ces 15 épisodes, on est rincé émotionnellement, et c'est vraiment assez admirable, quoi. Et Urgence qui avait fait un épisode en direct en saison 4 et qu'on avait vu en France dans la nuit. Dans la nuit, ils avaient fait un épisode en direct. Il avait d'ailleurs même filmé 2 fois, une fois pour la côte est, une fois pour la côte ouest. Et donc Noah Wyle, le côté 24 heures chrono des urgences, ça fait pas peur. Ouais, et en plus, c'est aussi une très bonne série post-Covid. Je pense qu'on a tous vécu ça, et particulièrement les services hospitaliers
pleine tête. Et en fait, je trouve ça assez juste sur les conséquences que ça a à la fois sur les patients et les médecins. Et c'est assez, oui, c'est assez pas brillant. Ça se passe aux États-Unis que ça nous parle pas aussi de l'état Non, du système de santé en fait, c'est vraiment traité comme des PTSD, quoi, comme du post-traumatique. Et c'est assez brillant. Et en ça, moi, je trouve ça très étonnant, en vrai. À une période où la politique dans les séries, ça peut être un endroit compliqué. On avait tendance à y mettre beaucoup de soap dans les séries d'arènes, notamment d'hôpitaux et tout, ce qui est très bien aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment l'inverse de Grey's Anatomy. Et c'est pas pour nous déplaire. C'est hallucinant. Ça se passe donc sur Max. On a beaucoup parlé de la saison 3 de The White Lotus sur Max, qui était un peu l'événement, mais on vous recommande plutôt The Pitt, quitte à choisir. Vous devez regarder une des deux. Vous êtes la troisième personne, Bastien, à nous dire sur ce plateau qu'il faut regarder The Pitt. Je pense que là, on peut plus y couper. Merci beaucoup, Bastien Dartois et David Oureg, d'avoir été avec nous. Je rappelle, Bastien Dartois, créateur et réalisateur d'Anaon, et David Oureg, le réalisateur des 6 épisodes. Vous avez des projets en cours sur lesquels on pourra vous retrouver bientôt ? Oui, nombreux. Nombreux. Moi, je termine actuellement le montage de Désenchanté, ma nouvelle série. Voilà. Qui sera retrouvé où ? Sur France Télé. Sur France Télé. France Télé, et oui. Avec Capucine Malard. Avec Capucine Malard, effectivement. Entre autres, Constance Labbé, Marie Denarnaud, entre autres. Et moi, je termine l'écriture et la création d'une série de plateforme que je co-crée avec Marie Milojevic et qui devrait, si tout va bien, rentrer en tournage en septembre. Eh bien, merveilleux. Et puis peut-être une saison 2 d'Anaon, sait-on jamais ? Elle est prête. Voilà. Appelez-nous. On en appelle à Prime Video et à France Télé. N'hésitez pas. N'hésitez pas à envoyer des courriels à Prime Video et France Télévisions. Ouais, ça commence. On vous mettra les adresses mail en description pour les abreuver de courrier. Merci infiniment à tous les deux. Merci Alex de m'avoir aidé à monter cette émission, d'avoir été là avec moi aujourd'hui pour analyser Anaon et nous donner ton œil comme d'hab. Grand plaisir. Très alerte sur les séries françaises. On te retrouve chaque mercredi et vendredi. Oui. C'est ça, aux commandes de la loi des séries sur VL Média. Ne ratez pas l'émission qui vous dit tout sur les séries françaises notamment. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission, elle est à revoir en replay comme toutes les autres sur le site de Tech & Co, sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.